Donc, on va commencer. Tchouk tchouk. Affichage, mode lecture. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler du syndrome vestibulaire, donc, qui est un motif de consultation extrêmement fréquent en urgence neurologique. Je vous dirais que presque avec les crises convulsives, c'est le deuxième motif qu'on voit le plus souvent, que ce soit en consultation à domicile ou en consultation en clinique. Juste pour petit rappel, mais on va le voir dans la neuroanatomie, hein, le système vestibulaire, c'est vraiment lui qui est responsable du maintien d'un équilibre normal, de la posture et de l'orientation du corps, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Souvent, il y a quand même un contraste assez élevé entre la sévérité des signes cliniques et le pronostic qui est généralement favorable en fonction des causes. Et une autre chose que j'ai pas notée dans l'introduction, mais que c'est le syndrome vestibulaire. Il peut vraiment avoir une multitude d'étiologies possibles. On a souvent tendance à se réduire, entre guillemets, au vestibulaire idiopathique du vieux chien ou à quelque chose ou une atteinte de type vasculaire. Mais on va voir qu'il existe énormément de diagnostics différentiels possibles et que c'est important de ne pas les oublier, d'y penser et d'explorer au besoin. Donc, on vient de le dire, le système vestibulaire, il est responsable principalement de l'équilibre. Il est divisé en 2 systèmes. Donc, on a le système vestibulaire périphérique qui se situe au niveau de l'oreille interne. C'est principalement là qu'on va retrouver les récepteurs du système vestibulaire. Et le système vestibulaire central qui, lui, se situe dans la moelle, le cervelet et le tronc cérébral. Le système vestibulaire périphérique, comme on vient de le voir, donc c'est des récepteurs qui vont être colocalisés avec ceux du système auditif directement au niveau de l'oreille interne et c'est dans ce qu'on appelle la partie pétreuse de l'os temporal, en fait dans les labyrinthes osseux et membraneux. Une excitation de ces récepteurs va stimuler le nerf crânien 8, qui est le vestibulo-cochléaire ou vestibulaire, qui traverse lui-même l'os pétreux. Le nerf 8, il va ensuite rejoindre soit les noyaux vestibulaires qui se situent dans le tronc cérébral, ou alors il va remonter via les pédoncules cérébelleux vers le cervelet. Si on se focus un tout petit peu plus, la neuroanatomie, on va vraiment aller vite, hein. Le but, c'est pas de... Parce que c'est enfin, c'est bien plus compliqué que ça. Vous trouverez énormément d'informations extrêmement détaillées dans des livres de référence. Là, c'est vraiment pour essayer de comprendre la différence et comment ça s'organise entre périphérique et central. On va pas rentrer dans les détails précisément, mais si on s'intéresse un chouïa plus au niveau du système vestibulaire central, on a 4 paires de noyaux qui vont être situés dorsalement au niveau de notre tronc cérébral, le noyau fastigial et le lobe floculonodulaire du cervelet. Et toutes ces structures vont être connectées à certains axones de certains nerfs crâniens, ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des modifications et des atteintes au niveau de notre nerf crânien, donc c'est important de le savoir. Et ça permet donc un maintien des axes optiques, des mouvements de la tête et du tonus musculaire. Donc, ici, vous avez le petit schéma récapitulatif pardon, qui est tiré d'un pratique-vet sur le syndrome vestibulaire du chien et du chat, qui est très simplifié et très bien fait. Les conséquences de cette neuroanatomie. Ça nous indique que lorsqu'on a un syndrome vestibulaire périphérique, à ce moment-là, l'atteinte, elle va être uniquement soit de l'oreille interne, donc au niveau des labyrinthes, soit du nerf vestibulo-cochléaire. Par contre, quand on a un syndrome vestibulaire central, l'atteinte à ce moment-là, elle va être soit au niveau des noyaux vestibulaires qui sont dans le tronc cérébral ou le cervelet. Et on parle plutôt de syndrome vestibulaire paradoxal quand on a atteinte cérébelleuse, mais on va revenir un petit peu plus loin. Donc, ça, c'était juste pour faire un petit rappel sur la neuroanatomie entre le système vestibulaire central et le système vestibulaire périphérique. Nous, ce qui va nous intéresser en urgence, c'est comment déjà reconnaître un syndrome vestibulaire. Première étape. C'est quand même assez facile, les signes cliniques, vous les connaissez, c'est assez évident. Donc généralement, donc l'ataxie vestibulaire en premier lieu, c'est souvent le motif d'appel et c'est souvent ce qui, inquiète le plus les propriétaires, avec donc des animaux qui vont présenter des pertes d'équilibre assez importantes, des chutes, du tournis, du roulé-boulé, hein. On a vraiment des animaux qui sont incapables de rester debout et qui vont vraiment tourner en roulé-boulé en permanence. Marche en cercle aussi, ça peut être une caractéristique de l'ataxie vestibulaire. C'est généralement des cercles qui vont être, souvent serrés. Puis ça, c'est que ce soit chez l'homme, le lapin, le chien, le chat, c'est la même chose. On va également avoir, une tête penchée, donc c'est assez pathognomonique d'un syndrome vestibulaire. Généralement, la tête va être penchée du côté de la lésion, généralement, mais pas nécessairement tout le temps. Le nystagmus, donc les petits yeux qui bougent que les propriétaires peuvent mentionner. On va refaire un petit point un tout petit peu plus détaillé sur le nystagmus. Ensuite, le strabisme et également tout ce qui va être des signes de nausées et vomissements, parce que là, l'oreille, enfin tout le système vestibulaire, une atteinte du système vestibulaire, ça peut rendre vraiment les animaux extrêmement nauséeux. Au niveau du nystagmus, on va juste refaire un petit focus là-dessus. Donc, c'est le mouvement rythmique involontaire des yeux.
on sait que le nystagmus peut être physiologique ou pathologique. Sur un animal sain, quand vous le prenez dans vos bras et que vous tournez sur vous-même, vous allez voir que les yeux vont bouger dans la direction de votre mouvement. C'est complètement normal. C'est ce qu'on appelle un nystagmus physiologique. Puis en fait, c'est l'animal qui essaye un petit peu d'une manière un petit peu imagée, de recentrer un petit peu sa vision au fait, enfin, secondairement au fait que vous le fassiez tourner. Donc ça, c'est un nystagmus qui est parfaitement physiologique et normal. Par contre, il est pathologique quand on commence à l'observer dans des situations qui ne sont pas celles décrites. Donc, j'ai un animal que je fais tourner sur lui-même. Généralement, quand il est pathologique, donc il peut être provoqué soit par une atteinte du système nerveux central, des yeux ou du système vestibulaire. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention parce que le nystagmus, il peut être spontané et c'est le plus courant. C'est celui que vous voyez quand la tête est statique. L'animal ne bouge pas, mais vous voyez ses yeux bouger. C'est un nystagmus pathologique spontané. C'est clair et net, il n'y a pas de doute possible. Par contre, dans certains cas, il n'est absolument pas spontané. Vous ne le voyez pas quand l'animal a sa tête qui ne bouge pas, mais il va être uniquement positionnel, c'est-à-dire qu'il va être visible uniquement dans certaines positions. La plus fréquente et la plus facile, et là où c'est le plus facile de le mettre en évidence, c'est quand vous mettez votre animal sur le dos. Si quand vous mettez votre animal sur le dos, vous observez un nystagmus, alors c'est un nystagmus pathologique positionnel. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'on peut avoir certains syndromes vestibulaires ou débutants ou légers pour lesquels on ne va pas nécessairement avoir de nystagmus spontané. Ça pourrait vraiment nous mettre en erreur, mais pensez bien à votre nystagmus positionnel. Et lorsque vous faites votre examen neurologique complet et rigoureux, n'oubliez vraiment pas de où mettre votre animal avec la tête en hyperextension ou de mettre votre animal sur le dos. C'est assez facile, surtout chez les chiens et les petits chiens, pour vérifier que vous n'avez pas un nystagmus positionnel. Si on continue un petit peu sur le nystagmus, donc il peut être vertical, horizontal ou rotatoire. On verra tout à l'heure un petit peu la différence entre un syndrome vestibulaire périphérique ou central en termes de nystagmus. Il est généralement composé de deux phases, donc la phase rapide qui est généralement du côté opposé de la lésion. C'est toujours important de le décrire. Quand on décrit un nystagmus, on va décrire à la fois sa position et à la fois sa phase rapide. Et donc là, par opposition, on a une phase lente. À savoir qu'il y a une étude qui a été réalisée il y a pas très elle commence à dater un petit peu, mais une étude qui a été réalisée qui montrait que généralement des fréquences élevées de nystagmus, donc supérieures à 66 mouvements par minute, c'est pas toujours facile de les compter, mais qu'à partir du mouvement où vraiment le nystagmus était élevé, alors on avait plutôt des lésions qui étaient associées à des syndromes vestibulaires périphériques. Je trouvais ça vraiment cool comme information, donc je voulais mentionner. Au niveau des autres signes cliniques que vous pouvez observer lors d'un syndrome vestibulaire et qui ne sont pas nécessairement les plus courants, on va refaire un petit point parce que ça peut être assez souvent oublié. On a tout d'abord l'atteinte du nerf 7, donc le nerf facial, à savoir que son trajet, il est vraiment très très proche du 8 au niveau de l'os pétreux, et donc on peut vraiment avoir par, comment dire, par position, par anatomie, une atteinte du nerf 7. C'est à la fois possible en cas de syndrome vestibulaire périphérique ou central, c'est pas nécessairement pathognomonique d'un ou l'autre. Hop. Ce que ça fait les lésions au niveau du nerf facial, ça va faire une parésie ou une paralysie du côté de la lésion. Donc, comme vous voyez sur l'image de la diapositive, donc avec une oreille qui va être tombante, une babine qui va être tombante. Au niveau de votre examen neurologique, vous allez avoir une absence de fermeture palpébrale et vous pouvez également avoir une hypersalivation de ce côté-là. Donc, pas l'oublier parce que c'est des choses qu'on peut voir dans des cas de syndrome vestibulaire. Également, ce qu'on peut voir dans des cas de syndrome vestibulaire, c'est des syndromes de Claude Bernard Horner, pardon, parce que le nerf postganglionnaire, il va traverser l'oreille interne chez le chat ou la longer chez le chien. Donc, par anatomie, vous pouvez également avoir des lésions. Donc, ce que ça fait les Claude Bernard Horner, hein, on se rappelle, comme sur l'image que vous voyez ici, ça fait une ptose palpébrale, un myosis, une proéminence de la membrane mixtante, une ophtalmie, une hyperémie conjonctivale. Donc, si vous voyez un syndrome de Claude Bernard Horner, avec des signes associés à un syndrome vestibulaire, c'est entre guillemets normal. On ne s'étonne pas, c'est des choses qui peuvent se produire. On va juste faire un petit focus sur deux syndromes vestibulaires un petit peu plus particuliers. Donc, le syndrome vestibulaire bilatéral, pour commencer, c'est rare, hein, c'est plutôt chez le chat. Bon, ça arrive aussi chez le chien. C'est souvent d'origine périphérique, mais on va voir un peu plus loin que ça peut également être d'origine centrale. C'est quand même assez rare, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Généralement, vous allez avoir une ataxie pardon, qui va être plutôt symétrique. L'animal va pouvoir chuter à la fois du côté droit comme du côté gauche. On va avoir un animal qui va vraiment avoir une démarche très très proche du sol, hein. Pour les chats, c'est vraiment les chats, les 4 membres écartés qui vont rester très très proches du sol, avec un balancement de la tête d'un côté et de l'autre. On n'a pas de tête penchée nécessairement d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment une tête qui va balancer des grands mouvements de balancier de l'un et de l'autre.
généralement, vous avez une absence de nystagmus et au niveau de vos nerfs crâniens, vous allez avoir une absence du réflexe vestibulo-oculaire. Donc, le fait de bouger les yeux lorsque l'on bouge la tête va être absent sur des syndromes vestibulaires bilatéraux. Et le syndrome vestibulaire paradoxal, on l'a vu un petit peu en introduction ou lors de la neuroanatomie. Donc, c'est quand la lésion, elle se situe au niveau du cervelet ou du pédoncule cérébelleux-caudal. C'est ça qui va vous causer un syndrome vestibulaire paradoxal. Globalement, ce que ça vous fait, un syndrome vestibulaire paradoxal, c'est que vos signes cliniques sont vraiment identiques au syndrome vestibulaire central, sauf que votre tête penchée, sauf plutôt, pardon, la tête penchée à l'opposé de la lésion. Euh, je vous ai mis un exemple pour que ce soit beaucoup plus, un petit peu plus facile. On a une tête penchée à droite, un nystagmus à gauche. Donc, on va se dire, bon, bah, la lésion, elle est à droite. Ma tête penchée, elle est à droite. Ma phase rapide de mon nystagmus à gauche, bon, bah, bingo, j'ai une lésion à droite. Sauf que quand vous faites vos réactions posturales, vous vous dites, ah, bah là, tiens, c'est bizarre, toutes mes réactions posturales, elles sont absentes à diminuer à gauche. Du coup, ça fait plutôt une lésion gauche, sauf que j'ai une tête penchée à droite. C'est vraiment bizarre, je comprends pas. Ah si, je me souviens, le syndrome vestibulaire paradoxal va me donner une tête penchée à l'opposé de ma lésion. Donc, je peux localiser ma lésion au niveau cérébelleuse gauche. Et c'est hyper important parce que ça peut vous donner beaucoup d'informations sur votre DDX par la suite. Donc, ne pas oublier le syndrome vestibulaire paradoxal. Bon, là, on a vu un petit peu comment reconnaître un syndrome vestibulaire, les signes cliniques associés. C'est des choses qu'on connaît quand même assez facilement. Maintenant, le tout, ça va être de localiser la lésion et d'établir un diagnostic différentiel en fonction de notre localisation. Tout d'abord, donc, le fameux tableau que vous pouvez retrouver dans énormément de ressources. Donc, c'est les signes cliniques en termes de lésions périphériques ou de lésions centrales. Comme on l'a dit, au niveau des lésions périphériques, vous allez avoir une tête penchée du côté de votre lésion. Si vous avez un syndrome vestibulaire périphérique avec une tête penchée à droite, c'est que votre lésion, elle est à droite. Donc, vous allez faire vos recherches, entre guillemets, du côté droit. Les lésions centrales, le plus souvent du côté de la lésion, sauf quand on a un syndrome vestibulaire paradoxal, où là, vous allez avoir une tête penchée du côté opposé de la lésion. Donc, on fait bien attention à ça. Au niveau de votre nystagmus pathologique, dans des cas de lésions périphériques, la direction n'est pas influencée par la position de la tête. Quelle que soit la position de la tête de l'animal, votre nystagmus reste tout le temps dans la même position et il va être ou horizontal ou rotatoire, mais à aucun moment il ne sera vertical. Et vous avez une phase rapide à l'opposé de la lésion. Dans les syndromes vestibulaires centraux, la direction, elle peut vraiment changer selon la position de la tête. Et là, vous pouvez avoir un nystagmus qui peut prendre des phases horizontales, enfin des positions horizontales, rotatoires ou verticales. C'est vraiment bon. Il fait un petit peu ce qu'il veut. La phase rapide est souvent identique, mais elle peut être variable et changeante. Donc, on fait toujours un petit peu attention à ça. Le strabisme, on n'en a pas parlé, mais dans quel que soit le syndrome vestibulaire, vous pouvez avoir un strabisme possible au niveau des atteintes des nerfs crâniens. Donc, on l'a vu un petit peu plus tôt dans les signes cliniques, quand vous avez un syndrome vestibulaire périphérique, de par l'anatomie et le fait que votre nerf 7 et 8 cheminent côte à côte, au niveau de l'oreille, vous pouvez vraiment avoir une atteinte de votre nerf 7 dans le cas de lésions périphériques, donc il va être du côté de la lésion. Dans les cas des lésions centrales, vous pouvez vraiment avoir une atteinte plurinerveuse avec des atteintes un petit peu globalement du 5 au 12. Vous pouvez avoir des atteintes au niveau de vos nerfs crâniens qui vont généralement être du côté de la lésion. Le syndrome de Claude Bernard Horner, pardon, encore une fois, à cause de l'anatomie, vous pouvez l'observer dans des cas de syndrome vestibulaire périphérique, mais vous l'observerez quasiment jamais dans des cas de lésion centrale. Au niveau des réactions posturales et de la proprioception, on s'entend que dans des syndromes vestibulaires périphériques, elle est complètement normale. Oui, vous avez une ataxie vestibulaire, mais vous ne devez avoir aucune anomalie posturale ou proprioceptive. Par contre, dans des cas de lésion centrale, en effet, cette fois-ci, vous allez observer à la fois des déficits et ou une parésie du côté de la lésion. Et au niveau de la vigilance, vous pouvez avoir des animaux qui vont être très désorientés en phase aiguë, pardon, mais vous ne devez avoir aucune altération et atteinte de votre état de conscience dans des cas de syndrome vestibulaire périphérique, à l'inverse d'un syndrome vestibulaire central, où là, pour le coup, oui, vous allez avoir des animaux qui peuvent vraiment avoir une conscience diminuée de par la localisation du tronc cérébral. Ça peut vraiment faire une atteinte de votre état de conscience. On va passer rapidement au travers des DDX parce que finalement, je trouve que c'est presque ça le plus important. Oui, refaire des rappels neuroanatomiques, c'est important. Revoir un petit peu les signes cliniques, c'est important aussi, mais c'est des choses qui sont souvent acquises et connues. Les diagnostics différentiels, je trouve ça vraiment cool de refaire un petit point dessus parce qu'encore une fois, comme je disais, généralement, on a vraiment tendance à se limiter au syndrome vestibulaire idiopathique du vieux chien ou à l'atteinte vasculaire. Or, vous allez voir, il y a vraiment une multitude de diagnostics différentiels.
Personnellement, quand je parle d'étiologie au niveau nerveux, j'utilise le système vitamine D. Pour classer, c'est comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, on commence par le petit V de notre vitamine. Donc, c'est tout ce qui va être atteinte vasculaire. Généralement, toutes les atteintes vasculaires, elles sont plutôt responsables de syndrome vestibulaire central. Dans plus de 50% des cas, ça va être au niveau de l'artère cérébelleuse rostrale, puisqu'il y a un E à rostral d'ailleurs, parce qu'elle est assez tortueuse, donc les thrombus vont avoir tendance à se positionner à cet endroit-là, ce qui peut vous donner vraiment un syndrome vestibulaire paradoxal, donc faites-y bien attention. C'est des signes cliniques qui sont vraiment, vraiment suraigus, et ce qui est important, en fait, que ce soit à domicile ou en clinique, c'est de vous dire il y a forcément une cause sous-jacente. Donc, si vous êtes à domicile, le but, c'est de stabiliser l'animal et de le rendre confortable, mais c'est quand même toujours bien d'initier un petit peu le dialogue de il y a une cause sous-jacente. Si vous êtes, donc, il va falloir poursuivre les investigations. Si vous êtes en clinique, vous pouvez commencer les investigations. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer un petit thrombus au niveau de notre système vestibulaire? Ça va être par un profil hypercoagulable. Par exemple, une maladie rénale, une maladie inflammatoire chronique, une hyperlipémie, une hyperglobulinémie, une thrombocytose dans des cas de maladie de Cushing, par exemple. Tout ça, ça va rendre votre animal hypercoagulable et donc ça va favoriser la formation de thrombus et donc la formation d'un thrombus au niveau de votre système vestibulaire et un syndrome vestibulaire. Les cardiomyopathes aussi ou les animaux avec des hypertensions artérielles vont être très prédisposés à ce type d'atteinte. Donc c'est vraiment important de le dire, c'est pas juste il a fait un AVC, point. Non, il faut vraiment, voilà, c'est un thrombus, il y a une cause parce que d'une part, ça permet de découvrir une maladie sous-jacente qui était peut-être pas diagnostiquée et qui peut vraiment être problématique pour l'animal, donc c'est important de le savoir. Et d'autre part, ça permet aussi d'éviter les récidives. Donc ça, c'était pour le V de vasculaire. On continue notre petite vitamine, donc on passe au I avec idiopathique. Donc, idiopathique, on le connaît, c'est le syndrome vestibulaire périphérique du vieux chien qui est extrêmement rare chez le chat. C'est souvent chez des chiens de plus de 10 ans avec une apparition suraiguë. Généralement, vous allez avoir une amélioration rapide dans les premiers jours qui n'est pas nécessairement totale et les signes cliniques vont progressivement disparaître. Ça peut prendre 1 à 3 mois et une tête penchée résiduelle peut rester. À savoir que c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, si, quand vous êtes en clinique ou quand vous êtes à domicile, vous dites c'est un syndrome vestibulaire idiopathique du vieux chien, sans avoir fait aucun examen complémentaire, c'est pas juste. Vous pouvez dire je suspecte fortement un syndrome vestibulaire idiopathique du vieux chien, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, voilà, je vous recommande de faire ci, ça. On va voir ensuite un petit peu ensemble ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est vraiment un diagnostic d'exclusion. Et encore une fois, il n'y a pas de traitement spécifique, ça va surtout être de la gestion des nausées et du nursing. Donc voilà, il faut voir un petit peu aussi selon les gens ce qu'ils sont un petit peu prêts à faire. On s'entend que c'est plus facile de nurser un chihuahua qu'un grand danois de 70 kilos. Donc c'est un peu aussi tout ce discours qu'il faut avoir avec les propriétaires. Mais voilà, c'est vraiment un diagnostic d'exclusion et c'est hyper important de s'en souvenir. On continue avec le T de notre vitamine. Donc, on a à la fois les causes toxiques et traumatiques. Traumatiques, ça va être assez rapide. Vous allez avoir des signes cliniques selon la lésion. Globalement, par exemple, un petit chien qui se prend un coup au niveau de l'oreille, par exemple, peut avoir un syndrome vestibulaire périphérique parce qu'on va avoir une atteinte, il peut avoir une atteinte de son oreille interne. On peut avoir, voilà, le traumatique, on va pas s'attarder dessus. On va passer un tout petit peu plus de temps sur les causes toxiques, donc soit des causes, des toxiques, des molécules qui vont être autotoxiques, qui vont vous provoquer un syndrome vestibulaire périphérique, notamment la chlorhexidine, les aminosides. Alors, c'est généralement des médicaments ou des produits qu'on utilise pour traiter une oreille externe, une oreille moyenne, mais qui peuvent traverser votre tympan, être autotoxiques et vous causer un syndrome vestibulaire périphérique. Donc, avant de mettre en place n'importe quel traitement pour une otite externe, toujours bien s'assurer que votre tympan est intègre. Si vous avez le moindre doute, il faut vraiment se poser et réfléchir aux molécules qu'on va utiliser pour ne pas risquer d'utiliser des produits autotoxiques et causer un syndrome vestibulaire périphérique. Donc ça, c'est assez important à savoir. Le syndrome vestibulaire central, une de mes toxicités préférées, c'est le métronidazole. Si on reprend un petit peu la RCP du métronidazole, donc c'est juste un copier-coller de la RCP que vous pouvez trouver sur Internet, la dose recommandée est de 50 mg de métronidazole par kilogramme de poids corporel par jour pendant 5 à 7 jours. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans la RCP du métronidazole. Or, le métronidazole induit une toxicité à des doses, selon la littérature, ça c'est un article qui est assez récent quand même de 2018, à des doses décrites de 40 mg kilo. C'est-à-dire qu'à des doses moindres que celles de la RCP, vous pouvez avoir une toxicité qui va se manifester par un syndrome vestibulaire central.
Donc, les doses de la RCP pour le métronidazole, on les oublie. N'utilisez surtout, surtout, surtout pas ces doses-là. La dose du métronidazole, c'est 10 à 15 mg kilo bid. D'accord? C'est vraiment cette dose-là qu'il faut utiliser. Le 50 mg kilo, on l'oublie complètement. On va l'utiliser uniquement dans des cas dans des cas parasitaires, mais extrêmement peu fréquemment. C'est vraiment cette dose, vous l'oubliez complètement. Vous utilisez 10 à 15 mg kilo bid. Parce que vraiment, la toxicité au métronidazole, elle est assez importante, elle peut être assez sévère. Pourquoi ils ne changent pas sur la RCP? Aucune idée. C'est comme ça que c'est décrit, mais voilà, c'est vraiment pas une dose qui est... Il faut toujours avoir un petit peu de, comment dire, de recul par rapport aussi au RCP. Mais c'est vrai que pour le métronidazole, vraiment faites attention. Et vous allez voir, il y a énormément d'articles de littérature qui rapportent des cas d'intoxication au métronidazole pour des doses à partir de 40-50 mg kilo. Donc il faut vraiment faire attention. L'intoxication au métronidazole, elle fait surtout un syndrome vestibulaire central qui peut être bilatéral. Vous pouvez avoir des tremblements d'intention si vous avez une petite atteinte cérébelleuse. Généralement, les signes cliniques disparaissent assez rapidement après arrêt du traitement et c'est surtout une gestion symptomatique en hospitalisation et le diazépam est extrêmement efficace dans le contrôle des signes neuro dus à l'intoxication au métronidazole. Ça peut être assez surprenant et assez impressionnant de voir un animal intoxiqué au métronidazole, mais généralement, c'est quand même un très, très bon pronostic. Donc ça, c'est très positif, mais voilà, faites vraiment attention. Et quand vous avez un animal vestibulaire, voilà, toujours bien demander, est-ce qu'il reçoit actuellement un traitement? Si oui, lequel? Pour pouvoir toujours un petit peu penser à ça. Ouais, c'est ça. On continue avec notre petite vitamine A. On va arriver à mon anomalie congénitale. On va aller assez rapidement. Ça existe, c'est vraiment pas les plus fréquentes, mais dans des cas d'hydrocéphalie, une malformation occipitale, vous pouvez avoir des syndromes vestibulaire. On va tout de suite passer au M de notre petite vitamine avec les causes métaboliques, c'est principalement l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, elle peut être vraiment responsable de signes vestibulaires périphériques ou centraux, c'est quand même assez rare. On ne connaît pas la physiopathe précise. On pense que c'est multifactoriel avec une composante d'ischémie, d'athérosclérose, de démyélinisation du système nerveux central. C'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Mais oui, l'hypothyroïdie peut causer des signes vestibulaires, notamment qui vont être un petit peu mêlés, mélangés à tout ce qui va être faiblesse, flaccidité des membres ou lenteur. Le diagnostic généralement repose par donc, les dosages hormonaux de T4 et de TSH, assez classique, mais c'est juste, voilà, c'était un petit rappel pour ne pas l'oublier parce que oui, l'hypothyroïdie peut être responsable de syndrome vestibulaire. On continue avec le I, donc c'est une des causes les plus fréquentes pour les syndromes vestibulaires périphériques. L'inflammatoire, c'est tout ce qui va être otite, corps étranger, polype. Et au niveau central, c'est tout ce qui va être méningo-encéphalite. Donc, pour les affections centrales qui vont être vestibulo-cérébelleuses, on se souvient, on a à la fois des affections non infectieuses qui vont être plutôt dysimmunitaires et des affections infectieuses. Dans les non infectieuses, on se souvient que chez le chien, c'est tout ce qui va être méningite, méningo-encéphalite, donc les formes granulomateuses ou nécrosantes, qui vont être plutôt chez des chiens de petite race, tout ce qui est Yorkshire, Pug, Bichon et compagnie. Le traitement, à ce moment-là, c'est plutôt un traitement immunomodulateur et le pronostic est variable selon la forme. C'est vrai que les méningoencéphalites nécrosantes, généralement, elles sont assez handicapantes et difficiles à gérer. Pardon, dans les infectieuses, chez le chat, on a la PIF, la forme sèche de la PIF, mais également la toxoplasmose, qui peut vraiment faire des signes neurologiques avec des syndromes vestibulaires plutôt paradoxaux parce que c'est une atteinte plutôt cérébelleuse chez des chats de jeune âge. Chez le chien, c'est extrêmement rare. Je voulais citer de manière un petit peu plus anecdotique, mais tout ce qui est nosporose, maladie de Carré ou rage, ça pourrait, mais vraiment, c'est extrêmement rare. Chez le chien, on va plutôt être sur des atteintes non infectieuses. Et enfin, pour les inflammatoires qui causent des syndromes vestibulaires périphériques, c'est tout ce qui va être otite ou affection de l'oreille, donc moyenne interne. C'est à peu près 50% des cas de syndrome vestibulaire périphérique. Vous pouvez avoir à la fois des otites bactériennes, mycosiques ou parasitaires. Faites toujours, toujours bien attention à rechercher un corps étranger végétal selon les cas. Si par exemple vous avez un chien d'âge jeune à moyen qui vient parce que soudainement il a la tête penchée, des signes vestibulaires après avoir couru dans un champ, vraiment anesthésier votre animal, checker dans son oreille. Alors, on s'entend que le corps étranger, s'il est au niveau de son oreille interne, vous n'allez pas le voir, hein. Mais parfois, si vous en trouvez aussi dans son oreille, dans le conduit externe, dans le conduit auditif externe, ça peut vous mettre un petit peu sur la piste. Et de toute façon, dans ces cas-là, c'est l'imagerie avancée qui est recommandée. Mais voilà, faites toujours bien attention, checkez bien votre oreille.
Mais également pour tout ce qui est recherche de polypes qui peuvent se mettre au niveau de votre tube auditif, oreille moyenne, mais acoustique externe ou nasopharynx. Euh, Parfois, on les voit vraiment très, très bien à l'examen endoscopique, là où normalement vous devriez avoir votre tympan, vous voyez une petite boursouflure, une petite framboise. Donc ça, c'est vraiment assez typique d'un polype. Pour finir notre petite vitamine, on va passer donc à tout ce qui est néoplasie. On va aller assez rapidement, mais pensez bien qu'il peut vraiment y avoir des néoplasies périphériques et centrales, et c'est important de le savoir. Au niveau périphérique, c'est notamment tout ce qui va être adénocarcinome des glandes sérumineuses. Au niveau central, c'est tout ce qui va être méningiome ou papillome. Donc les méningiomes plutôt chez des animaux âgés, les papillomes plutôt chez des animaux jeunes, avec donc un pronostic qui est plutôt défavorable pour ce type de tumeur. Donc ça, c'était pas mal tout pour notre diagnostic différentiel. Et vous voyez, hein, il y a énormément de causes possibles et un vieil animal qui a un syndrome vestibulaire périphérique peut très bien être atteint d'un adénocarcinome des glandes sérumineuses. Donc c'est toujours important de le savoir parce que ça va quand même pas mal changer votre pronostic. Au niveau de la médication à utiliser, bon, on va aller assez vite sur la médication. En urgence, globalement, ce que vous avez à faire, c'est un traitement général pour soulager votre animal. Généralement, quand vos animaux sont très très agités ou un petit peu désorientés alors, à cause de leur système vestibulaire, on va avoir tendance à utiliser plutôt des benzodiazépines, donc soit du diazépam ou du midazolam. Parfois, vous pouvez coupler ça avec un petit peu de butorphanol pour les calmer, ça marche très très bien. Selon le statut cardiovasculaire de votre animal, vous pouvez aussi très bien utiliser des alpha-2 si l'animal est extrêmement agité. Ça m'est déjà arrivé d'avoir recours aux alpha-2. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Comme on le disait tout à l'heure, c'est des animaux qui sont extrêmement nauséeux, donc n'hésitez pas à utiliser des antinauséeux, notamment le maropitant à 1 mg kg. J'anticipe un petit peu votre question avec le tanganil. Personnellement, alors c'est décrit dans les protocoles, je sais que vous êtes beaucoup à l'utiliser. J'ai demandé un petit peu à Calypso s'il l'utilisait, parce que je vous avoue, moi, je ne l'utilise jamais. D'une part, c'est une molécule avec laquelle je suis absolument pas habituée à travailler, puisqu'elle n'existait pas au Canada. Et d'autre part, parce que finalement, après recherche scientifique, j'ai trouvé aucun article qui permettait d'attester que le tanganil avait vraiment un effet bénéfique sur les animaux. Oui, il en a un sur les humains, donc par extrapolation, on pourrait se dire que c'est la même chose sur les animaux, mais voilà, en absence de preuves scientifiques, personnellement, je ne l'utilise pas. J'ai demandé un petit peu à Calypso, puis elle n'avait jamais entendu parler de cette molécule, fait que je ne pense pas qu'à Domvet ou à les maisons des urgences émergences du Sud, type Adomvet, ils l'utilisent non plus. Au CIAMU, c'est pas utilisé. J'ai demandé un petit peu à des collègues à Advesia, en tout cas. C'est décrit, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Personnellement, je ne l'utilise pas. Et si vous avez un article scientifique, j'en ai trouvé un qui mettait un petit peu qui avait un petit peu d'informations là-dessus, mais c'est à mon sens pas suffisant. Si vous avez des articles scientifiques qui attestent de l'efficacité du tanganil, je suis preneuse, mais vous pouvez l'utiliser. Je ne connais absolument pas la dose. Peut-être que Julie pourra m'aider, ou en fait, je pense que vous la connaissez. Mais voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser si vous le voulez, mais c'est pas une molécule que personnellement j'utilise. Elle marche très très bien en médecine humaine. On a tendance à extrapoler son utilisation en médecine vétérinaire. Voilà, libre à vous de l'utiliser. C'est un petit peu pareil. Alors, le candylate, je ne l'ai pas décrit non plus. Pour moi, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. Le candylate, c'est plus un effet placebo pour les propriétaires, à mon sens, que vraiment un effet sur les animaux. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais moi, ça fait absolument pas partie de ma trousse d'urgence dans des cas de syndrome vestibulaire. Et ce qui va être également important, c'est tout ce qui va être nursing à la maison, hospitalisation au besoin. Si vous avez des animaux qui sont extrêmement atteints au tel point que voilà, ils peuvent plus se nourrir, ils peuvent plus boire, qu'ils se déshydratent ou autre, n'hésitez pas à proposer une hospitalisation le temps que les signes vestibulaires se calment un petit peu. Ensuite, au niveau des médications antibiotiques et corticoïdes, oui, est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on ne les utilise pas? Les antibiotiques, honnêtement, si vous suspectez une cause, notamment périphérique d'otite, oui, vous pouvez l'utiliser. Faites attention parce que ça pourrait fausser des résultats d'antibiogramme. Et de toute façon, généralement, vos antibiotiques seuls ne vont pas être assez puissants pour pouvoir diffuser au niveau de votre oreille interne. Vous allez devoir coupler ça à une chirurgie. Donc, est-ce qu'on est à 24 heures près? Pas vraiment, je vous avoue que généralement, en première intention, j'ai pas tendance à en mettre. Ça dépend toujours un petit peu du discours avec les propriétaires. Si les propriétaires me disent oui, on balance canne, on va faire une miringo, on va tout faire, je les mets pas forcément. S'ils me disent non, de toute façon, on fera rien, on voit comment ça va et si ça va pas, bah ça va pas. J'ai tendance à les mettre. Pareil un petit peu pour les causes de syndrome vestibulaire centraux chez des jeunes chats avec un tropisme un petit peu cérébelleux dans lequel je pourrais suspecter une toxoplasmose. Même si c'est probablement pas mon diagnostic,
prioritaires, j'ai tendance à les utiliser. Donc, on peut utiliser le TMS, la clindamycine, qui vont bien diffuser à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez. Il n'y a pas y a pas vraiment de, comment dire, de guidelines. Vous pouvez les utiliser. C'est juste, faites attention à les utiliser de manière raisonnée. Si vraiment vous suspectez assez fortement un syndrome vestibulaire idiopathique du vieux chien ou une cause vasculaire parce que vous savez que votre animal a un profil hypercoagulable, bon, peut-être pas nécessaire d'utiliser des antibiotiques dans ce cas-là, donc toujours avoir une utilisation très raisonnée. Au niveau des corticoïdes, quid des corticoïdes? Personnellement, je les utilise jamais sans du syndrome vestibulaire. Bon, on va moduler le jamais. Généralement, je ne les recommande pas en urgence avant examen complémentaire. Ça pourrait vraiment fausser des résultats d'examen complémentaire, notamment par exemple dans des causes inflammatoires centrales de type méningite ou méningoencéphalite. Vous pouvez vraiment, vraiment fausser vos résultats. Fait que j'ai pas tendance à en mettre en première intention, encore une fois, sauf si j'ai un pug de 4 ans qui a des signes neuro qui évoluent à bas bruit depuis un petit bout de temps, qui là est en phase aiguë de syndrome vestibulaire, que je suspecte fortement une méningoencéphalite, que les gens me disent de toute façon on n'ira pas explorer. J'ai peut-être tendance là à en mettre. Mais vraiment, c'est des cas un petit peu isolés. Je n'utilise vraiment pas et comment dire, je, je les formalise pas. Enfin, je l'utilise pas du tout de manière quotidienne et routinière. C'est vraiment sur des cas très raisonnés, antibiotiques et corticoïdes. Ça fait pas vraiment partie autrement de mon arsenal thérapeutique pour la prise en charge des syndromes vestibulaires. Et enfin, ce qui va être important, ça va être d'orienter et proposer des examens complémentaires adaptés. Donc, au niveau des examens complémentaires, pour commencer, si vous êtes en clinique, vous pouvez faire un bilan sanguin. Si vous êtes à domicile, vous pouvez parler du bilan sanguin et recommander aux propriétaires de le faire avec leur vétérinaire traitant dès le lendemain. Pourquoi? Donc, à l'hématologie, vous allez pouvoir éventuellement avoir une leucocytose si vous avez un processus inflammatoire ou infectieux. Vous pouvez également mettre, par exemple, en évidence une thrombocytose qui pourrait prédisposer à une atteinte vasculaire, par exemple. Au niveau de votre biochimie, ça va être important, tout ce qui va être albumine, globuline dans des cas inflammatoires ou dans des cas de PIF. Si vous avez une hyperlipémie ou une hypercholestérolémie, vous pouvez essayer d'explorer votre fonction thyroïdienne, éventuellement penser à un Cushing aussi, checker votre profil rénal. Donc, ça peut vous donner beaucoup d'informations pour vous permettre d'exclure ou non certaines causes. La pression artérielle, donc à domicile, elle est un petit peu plus difficile à mesurer, mais en clinique, vous pouvez très bien la mesurer. Ça peut être très intéressant parce que vous pouvez avoir des poussées hypertensives qui peuvent vous donner des signes un petit peu neurologiques. Donc, c'est important de le savoir sur des chats. Si vous avez une hypertension artérielle, on sait que les causes d'hypertension artérielle les plus fréquentes chez le chat, c'est soit une dysendocrinie thyroïdienne ou une maladie rénale. Donc, important de le coupler également à votre bilan sanguin complet. Et également, vous pouvez faire par exemple une échofaste cardiaque si vous êtes en clinique ou à domicile équipé d'un échographe et éventuellement un petit snap pro-BNP pour voilà, éventuellement déterminer est-ce que votre animal pourrait être cardiopathe, ce qui pourrait expliquer un petit thrombus et donc une atteinte vasculaire. Au niveau des autres examens complémentaires, on s'entend que c'est des choses que nous, on ne peut pas réaliser, que ce soit à domicile ou en clinique. Mais par contre, c'est important de le savoir pour orienter les propriétaires, parce que selon le discours et selon la volonté des gens, ça va aussi vous aider à guider, comme on l'a vu, le traitement. Si vous avez des gens qui vont être réfractaires à toute exploration, oui, à ce moment-là, on va réfléchir un petit peu plus à cortico-antibio. Autrement, on les laisse de côté. Au niveau des examens complémentaires, ça va surtout être de l'imagerie médicale avancée, CT scan ou IRM. Généralement, le CT scan va être recommandé pour tout ce qui va être plutôt atteinte périphérique, donc les otites ou les polypes. Par exemple, sur la première image ici en haut à droite, vous voyez que la bulle tympanique gauche ici est remplie de liquide. Donc, on a vraiment une grosse otite interne. Au niveau de l'autre bulle tympanique, on a un remplissage à peu près à moitié de la bulle tympanique. On voit ici un petit peu d'air, mais autrement, on a aussi du liquide. Puis, on a une petite lise osseuse à ce niveau-là. Donc, on a une otite ici des otites internes bilatérales, plus marquées à gauche qu'à droite. L'IRM va être un petit peu plus adapté pour les atteintes un peu plus centrales, pour aller voir directement ce qui se passe au niveau de votre tronc cérébral ou votre cervelet, avec par exemple ici sur cette image après injection d'un produit de contraste d'une belle masse cérébelleuse qui permet d'expliquer les signes vestibulaires centraux de l'animal présenté. Donc ce qui est important, voilà, c'est vraiment d'avoir cette discussion avec les propriétaires face à un syndrome vestibulaire, de leur dire, bon, c'est un vieux chien, il a un syndrome vestibulaire périphérique, on suspecte centrale, pardon. On suspecte que ça peut être par exemple une cause un petit peu vasculaire, mais on ne peut pas exclure d'autres causes. Donc, ce qu'on recommande, ce serait, puis voilà, voir un petit peu avec eux dans quelle optique ils sont. Et selon les causes suspectées, les neurologues pourraient faire des ponctions du liquide du LCS pour pouvoir faire des analyses un petit peu plus poussées.
Donc, ce qui va être important de retenir suite à cette présentation, voilà, c'est qu'un syndrome vestibulaire, comme on l'a vu, c'est très facilement identifiable. Ça, c'est une certitude, on connaît tous les signes cliniques. Par contre, vous avez vraiment besoin de faire un examen neurologique rigoureux afin de différencier votre syndrome vestibulaire périphérique de votre syndrome vestibulaire central, qui a vraiment plusieurs diagnostics différentiels possibles. C'est pas seulement AVC, entre guillemets, ou idiopathique du vieux chien. Donc, n'écartez jamais, n'oubliez, n'occultez jamais toutes les autres causes, parce que c'est ce qui va un petit peu orienter votre discours et c'est vraiment important de le savoir, pour ensuite proposer les examens complémentaires adaptés et une prise en charge ciblée. Le pronostic est généralement favorable quand c'est de l'idiopathique du vieux chien, quand c'est du vasculaire, quand c'est de l'otite. Si les propriétaires sont motivés, évidemment, pour une procédure, quand c'est un polype, encore une fois, voilà, ça demande une procédure, mais c'est des pronostics qui sont très favorables. Par contre, si on ne pense pas, par exemple, à la néoplasie, voilà, on pourrait donner des faux espoirs aux propriétaires. Donc, toujours bien penser à tous les diagnostics différentiels et orienter votre prise en charge par rapport à ça. Voilà pour la présentation, je vais juste voir. Ok, 10 mg kilo le temps gagné. Ok, parfait. Oui, vous pouvez les mettre sous perf au besoin si c'est des animaux qui sont extrêmement nauséeux, extrêmement vestibulaires, qui sont incapables de manger ou de boire, les garder un petit peu hospitalisés sous perf pour maintenir une bonne hydratation, parce que c'est des animaux qui vont souvent beaucoup halter, beaucoup saliver, ils vont être complètement nauséeux, ils peuvent vomir, ils vont pas manger, ils vont pas boire, donc vous avez beaucoup de pertes et peu d'apports. Donc ça peut être intéressant pendant les premières 24-48 heures de les garder sous perf. Encore une fois, c'est vraiment pas obligatoire. C'est pas tous mes syndromes vestibulaires que je viens d'hospitaliser. Bien souvent, ils rentrent à la maison, mais c'est des syndromes vestibulaires assez avancés, assez sévères, on va dire. Ça peut être vraiment intéressant. Et encore plus, par exemple, chez les lapins, les syndromes vestibulaires du lapin. J'en ai pas parlé dans cette présentation parce que les NAC et moi, ça fait un peu d'eux, mais globalement, c'est otite ou cuniculi. Généralement, c'est aussi des animaux que vous pouvez recommander de garder hospitalisés, justement pour tout ce qui va être gestion de l'hydratation et de l'alimentation et éviter tout ce qui va être arrêt de transit. Donc, c'est encore plus important chez les lapins. Mais voilà, sur le même modèle, vous pouvez proposer ça, c'était nos animaux de compagnie. Et même pour la perf, j'aurais dit pour les animaux qui sont en situation d'hypercoagulabilité, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Ça fait une petite dilution un peu mécanique, entre guillemets. Enfin, Mm, mécanique des fluides, on va dire plutôt. Et les lapins, carrément, parce que les gens, ils sont dépassés, les lapins. ouais, Quand complètement. ils tournent dans tous les sens, ils tombent, Mm, ils mm. convulsent à moitié, enfin bref. Et Ouais, c'est puis ça. pour les gros animaux qui ont besoin de nursing, souvent, faut me les hospices. Parce que Ouais, c'est les gens pareil, savent pas hein, faire correctement. ouais, un grand Danois, par exemple, Ouais, de 70 kilos qui est vestibulaire, donc dès qu'il se met debout, il tombe et qu'il a besoin d'être nursé, honnêtement, recommander une hospite avec un cathé urinaire, parfois, ça va soulager les gens et ça va permettre de juste laisser les 48 heures nécessaires pour que l'animal puisse se retrouver. Si c'est une cause avec un pronostic favorable, encore une fois, attention, si par exemple c'est du périphérique idiopathique du vieux chien ou qu'on pense que c'est vasculaire central, ça va permettre de laisser ces 48-72 heures au chien le temps que voilà, il récupère en partie un petit peu, que ça s'améliore en partie, mais qu'il soit suffisamment amélioré pour pouvoir rentrer à la maison, faire sa petite vie, éventuellement avec un petit harnais de soutien, les melt. petits besoins. Mais ça peut parfois éviter une euthanasie parce que voilà, nurser un chihuahua, c'est très facile. Nurser un gros chien, voilà, même ne serait-ce qu'un, je sais pas, un bouvier bernois ou un labrador un petit peu pâteau de 40 kilos qui est non ambulatoire et qui reste dans son pipi, c'est pas nécessairement facile hein, à nurser. Donc, vraiment, parfois, proposer ces 24-48 heures d'hospitalisation, ça peut leur donner le petit sursis nécessaire plutôt que de tout de suite dire oh non, on les euthanasie parce que ça va être trop compliqué à la maison. Laissez-leur leur petit 48 heures en hospitalisation, ça peut vraiment leur faire du bien. Moi, Oui. dans ce cas-là, au niveau de la communication avec les propriétaires, parce que comme tu dis, enfin, c'est un peu compliqué parce que les propriétaires, ils se retrouvent désemparés. Nous, on peut pas leur dire, ben oui, ça va partir en 10 jours. Enfin, l'animal, est-ce qu'il aura des séquelles? Est-ce qu'il aura pas de séquelles? Ça peut rester des semaines, voire des mois pour certains. Et enfin, ça fait peut-être un peu de Gen Z ce que je veux dire, mais euh, moi j'ai eu des bons résultats au niveau de la communication avec des propriétaires qui voulaient euthanasier des gros chiens en utilisant en fait des comptes, enfin des Instagrammeurs chiens qui ont eu ces pathologies-là et où on voit au quotidien la gestion du propriétaire désemparé, mais avec toutes les idées. Ouais, ouais, Et non, complètement. ouais, le C'est, fait de non, voir un autre propriétaire, parce que, enfin, là, je pensais à, à un sibérienne où, enfin, c'est aussi assez important puisque ça a tendance à communiquer.
ça a tendance un peu à dédramatiser pardon, la situation. Ouais, complètement. Non, non, c'est absolument parfait. J'utilise beaucoup Internet pour les amputations, personnellement, parce que c'est des choses, en effet, aussi qui peuvent choquer de dire à un propriétaire, on va amputer votre animal, et de leur dire, regardez, le nombre de chiens et de chats à trois pattes qui vivent très, très bien. Mais en effet, les réseaux sociaux, pour ces cas-là, ça peut être aussi hyper intéressant. J'avoue que je connais pas personnellement de compte de Instagram de chiens avec des syndromes vestibulaires. Mais oui, si tu en connais, évidemment, cite-les, c'est des très bonnes idées. Ouais, bah à la limite, je peux peut-être le partager sur le Ouais, WhatsApp. complètement. Moi, Agathe, je voulais. Ah, ah, pardon. Vas-y. Vas-y. Vas-y, t'inquiète. non, je voulais juste partager un petit truc. Moi, une fois, j'avais été sur un labrador, effectivement, qui était vraiment pas transportable et tout. Et en fait, c'était assez impressionnant parce que les propriétaires étaient ultra motivés et ils avaient fait venir un physiothérapeute à domicile. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est peut-être est faisable pour, enfin, pas de faire venir quelqu'un, mais d'apprendre un peu des mouvements, des choses, de les non, Ouais. de Bah, de toute façon, dans tout ce qui va être nursing, ça passe aussi par la physiopathe. Alors, autant il y a des conditions où vraiment la physio, elle est ultra importante, genre les embolies fibrocartilagineuses ou autres. Pour les syndromes vestibulaires, je dis pas qu'elle n'est pas importante, elle l'est, et encore plus sur des grands chiens, tu as raison, parce que le fait de rester non ambulatoire pendant plusieurs jours, ça peut vraiment enfin voilà, ça peut rendre leur reprise, surtout voilà, un vieux chien un peu arthrosique qui est vestibulaire, qui va rester 4-5 jours sans bouger, la reprise d'activité, elle peut être très difficile et ça peut encore plus décourager les propriétaires. Tu as complètement raison. Donc oui, voilà, le nursing, ça passe à la fois par assurer leurs besoins vitaux, s'assurer qu'ils ne se font pas pipi, caca dessus, mais ça passe en effet par des petits mouvements de physio que les propriétaires peuvent faire très facilement à la maison, des petits mouvements de flexion, extension, rotation, très très doux des différents membres. En effet, c'est hyper recommandé dans ce cas-là. et De toute façon, juste n'hésitez pour pas à rebondir. recommander la physio, hein. La physio, c'est quand même quelque chose qui n'est pas Ouais. encore assez développé en médecine vétérinaire et qui est hyper importante, qui marche très bien, hein. Que Complètement. ce soit sur ce genre de pathologie neuro, même les atteintes ostéo-articulaires, l'arthrose. Sur les vieux chiens arthrosiques, la physio, c'est hyper important, hein. Mmh. Et juste pour finir sur le côté, atteinte, vasculaire, alors là, c'est toujours un truc un peu flou parce que c'est vrai qu'on n'est jamais sûr, à domicile en tout cas. On peut parfois le suspecter. Alors moi, ce qui me fout en rogne, c'est qu'à chaque fois, les gens, ils vont chez le véto dit: «Ah, c'est un AVC», alors qu'en fait, le chien, il a moi, j'ai eu le cas, hein, un chien qui avait une otite, le véto a quand même dit que c'était un AVC derrière, moi, donc super. Mais on est d'accord qu'à domicile, même si on suspecte, vraiment fortement ça, je veux dire, on peut pas engager aucune thérapeutique, à part la Non, perf, comme tu disais, ouais, Julie, hein. non, c'est difficile parce que c'est vrai que si tu suspectes quelque chose de vasculaire, c'est toujours bien de le mettre en évidence, éventuellement donc de chercher une cause prédisposante. Mais non, à domicile, c'est difficile. Alors, Mmh. typiquement aussi le candylate. Tout à l'heure, je sais qu'il y a certains vétos qui vont le faire uniquement parce que le vétérinaire traitant qui récupère le cas pourrait taper sur les doigts en disant non, il n'y a pas eu de candylate, ils ont pas bien fait. Donc, je sais que Mmh. parfois, c'est utilisé aussi un peu dans ce but-là. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve, mais on pouvait vraiment. Après, le candidat en soi fera pas grand mal, quoi. Non, non, il fera pas grand mal. Il sert à rien, mais il fera pas grand mal. Je suis complètement d'accord. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est très placebo pour les propriétaires plus que pour Exactement. l'animal. Et pour certains Écoute, vétos. non, c'est ça, exactement, exactement. C'est pour ça. Je le recommande pas parce que ça ne sert à rien, mais oui, faites-le évidemment pour rassurer les gens si vous voulez. Euh, mais non, à domicile, si tu suspectes quelque chose de vasculaire, tu n'as pas grand-chose à faire à part commencer à initier le discours, leur dire, bon, bah, voilà, je suspecte ça, ça pourrait être secondaire à plein de maladies, donc faites un suivi avec votre vétérinaire, puis voilà, quoi, tu as fait ton job. Ah. Après, moi, je sais pas, toi, Charlotte, ce que tu en penses, mais enfin, moi, de mes souvenirs d'Anat, le côté vasculaire, enfin, un vrai AVC comme ce serait sur n'importe quel humain, en fait, le côté AVC, comme on le définit pour les humains, c'est extrêmement rare chez les Ouais, chiens. Et complètement. enfin, anatomiquement parlant, c'est quasiment Un pas abus de décrit, quoi. langage. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est exactement. un Et les complet vétos, abus ils de l'utilisent langage. souvent comme ça par abus de langage. Mais oui. Et c'est aussi quelque chose que les gens comprennent mieux Ouais, aussi, du complètement. coup, forcément.
Donc, c'est souvent Mais pour ça. un vrai AVC en médecine vétérinaire, c'est extrêmement rare. Et oui, c'est de l'abus de Ouais, langage. Alors, c'est difficile aussi parfois après de dire aux gens, non, c'est pas vraiment un AVC. Donc oui, tu dis, bon, bah oui, c'est un AVC. Puis oui, exactement. C'est parce que des fois, Ouais, c'est c'est tellement ça. plus facile de leur faire comprendre, en fait, ce que c'est ça, c'est oui. en disant C'est c'est un comme un AVC que. AVC, mais en tout cas. Et sur Voilà. le chien, juste Agathe, excuse-moi, je ne veux pas Ok. vous tenir trop longtemps, mais sur le chien là qui avait fait de la physio, en fait, les gens étaient vraiment super motivés. Ils l'avaient emmené après en IRM à Advesia, je crois, ou je sais plus où. Et ils avaient vu une inflammation une vascularite, je crois, de la corona radiata. Alors là, j'avais été quand même. Ah, Donc en ça fait, peut, ouais. Ça peut voilà. arriver, ouais. Donc c'était quand même vasculaire, mais inflammatoire apparemment. Ouais. En fait, dans le vasculaire, tu as tout ce qui va être les causes ischémiques, mais tu as aussi tous les causes aussi, par exemple, hémorragiques, c'est du vasculaire. Mais tu as plein de choses. C'est vasculaire, c'est pas uniquement le petit thrombus qui va se loger. C'est ce à quoi on pense le plus souvent, mais c'est quand même très, très large. Et typiquement, une hémorragie, c'est considéré comme du vasculaire, un animal qui a un traumatisme ou un animal, bon, c'est assez rare, mais ça pourrait arriver, un animal qui mange des rodenticides, qui se décide de Mmh. saigner dans son cerveau et qui décide de saigner uniquement dans son cérébellum, par exemple, ou dans son tronc cérébral, pourrait avoir un syndrome vestibulaire central d'origine vasculaire, secondaire à une hémorragie. Voilà, vasculaire, c'est très très large, hein. C'est à la fois, le plus souvent, on s'entend que c'est plutôt des ischémies qui peuvent être Ouais, transitoires ou des caillots d'accord. le plus souvent. Donc, c'est pour ça que généralement, on a tendance à dire que c'est plutôt dû à un thrombus et de chercher une cause d'hypercoagulabilité. Mais voilà, dans des cas assez particuliers, du chien qui a un trauma ou du chien qui est thrombocytopénique parce qu'il a une thrombocytopénie à médiation immunitaire ou Mmh. du chien qui a mangé des rodenticides, ça pourrait très bien être dû à une hémorragie. Mais voilà, encore une fois, c'est des causes qui sont beaucoup plus rares, mais ça vaut quand même le coup toujours de faire un bilan sanguin parce que imagine, tu as un animal, un animal adulte qui a décidé, alors encore une fois, une thrombocytopénie qui saigne juste dans son cerveau, ce serait quand même ce serait pas de chance. Généralement, il saigne quand même ailleurs. Mais voilà, ce serait bête de passer à côté d'une maladie autre qu'on pourrait traiter. Donc, c'est toujours important moi, je trouve que c'est toujours important de recommander le bilan sanguin dans ces cas-là, même si tu penses que c'est un thrombus et entre guillemets un simple AVC. Pour simplifier au niveau des gens, je trouve que c'est toujours important de recommander le bilan sanguin le lendemain chez le vétérinaire. Ouais, et de la Ok. même manière, tu peux avoir des névrites. Ouais, Et des névrites qui peuvent être dues à des agents infectieux, exactement. avec à des virus, ouais. C'est pas le plus courant, mais oui, ça peut arriver. Non, ça arrive, ouais. Ouais, avec des hyperthermies. Une fois, j'avais une chienne, pareil, elle avait 40 et tu sais, on en avait parlé, Julie, elle avait. Ouais, ouais. Mais ça peut arriver. C'est plutôt rare, mais ça arrive. C'est des beaux Ouais, cas cliniques, ça. C'est limite ouais, des papiers dessus, quoi. T'avais une question Ouais, Emma, moi je crois que c'était. j'avais une question, Agathe. Déjà, merci, franchement, top la présentation. Est-ce que tu sais dans les cas du vieux chien idiopathique, est-ce que tu sais si c'est décrit, s'il y a des chiffres pour la récurrence, enfin, la récidive? Est-ce que tu sais Oui, que... les récidives, non. Je pourrais éventuellement, comme ça, de tête, je pourrais pas dire. Je pourrais regarder sur Internet parce que j'avoue qu'il y a quand même pas mal de ressources et de littérature sur le syndrome vestibulaire, mais là, comme ça, de tête, j'ai aucune idée. Ok, ça marche. Bon. Et Et j'avais une deuxième question, c'était est-ce que pareil dans la littérature, il y a c'est rapporté le lien entre la durée du rétablissement et comment ça- la durée du rétablissement et le fait que il y ait des signes après qui restent à vie ou pas, enfin, tu vois, en termes de non, pronostic. non, pas Euh, nécessairement, parce que ça, c'est vraiment animal dépendant. Tu as des animaux avec du vestibulaire périphérique qui peuvent soit récupérer à 100%, soit garder une petite tête penchée résiduelle, mais il n'y a pas nécessairement de lien rapporté, en tout cas pas que je connaisse. Mais si tu veux, je ferai un chouïa plus de littérature, puis si j'ai des infos, je te les rapporterai. ah ok, bon bah écoute, ok, ça marche. Bah, merci beaucoup Agathe. Très bien. Merci. Bon, Parfait. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête dans le futur, vous pouvez toujours me contacter pardon, par mail ou sur WhatsApp. Puis la compte sera de toute façon dispo en revisionnage.
Et Ouais. puis, Alors, pour les replays, on les met pas tout de suite. C'est Kali qui les met. Elle les met toutes les 4-6 semaines. Elle fait un tour et elle les met toutes d'un coup. Donc, vous inquiétez pas si c'est pas mis, ça arrivera. D'accord? Et voilà, pas besoin de m'envoyer 40 mails. parfait. Et dernière chose, je vous enverrai le programme pour la prochaine saison de webinaire. Début de semaine prochaine avec le thème de jeudi prochain. Les Voilà, replays, voilà. Merci. tu peux les retrouver. Alors, ceux qui sont déjà dispo, tu peux les retrouver. C'est le nouveau système. Alors, on avait reçu un mail, mais il y a un C'est petit Team peu Émergence. Ouais, c'est Team Émergence. je sais pas, Normalement, non. vous avez reçu un mail il y a un petit bout de temps, ouais. Mais ouais, c'est un site internet, comme une interface. Envoie-moi un mail, Laura, et je t'enverrai le lien et la demande d'accès à Sylvain. OK. Ah, bah oui, c'était dans le groupe depuis 1 à 2 semaines, t'as probablement pas reçu. Donc, ouais, envoie un mail à Julie, puis elle te Ouais. donnera les. Ok. Super. Et ben, bon après-midi tout le monde. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis, voilà. Voilà. Ciao, Bon ciao. après-midi tout le monde.